L'essor de la presse indépendante et alternative s'explique par la volonté des Français de trouver une information émancipée et non alignée, une actualité dissidente et non uniformisée, une parole non biaisée, non standardisée, en un mot, libre. En 2023, avec ses 3 émissions quotidiennes ou davantage, TVL a consolidé son statut de première chaîne alternative de France en abordant des sujets traités nulle part ailleurs, en accueillant des invités entendus nulle part ailleurs et en offrant des analyses interdites partout ailleurs. TVL vous libère des chaînes dans lesquelles ils veulent nous conditionner, vous emprisonner. En 2023, TVL a poursuivi son plan de rigueur par des économies drastiques. Ce travail, cet investissement, cette liberté éditoriale ne peuvent aboutir durablement sans votre soutien individuel. Je lance un appel à votre générosité. Faites ce geste pour que TV Liberté vous libère de vos chaînes. Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash, 4 invités, 3 sujets. Les invités, Anne-Laure Bonnel de retour. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Jacques Georges, Laurent Isard. Bonjour. Et Laurent Arthur Duplessis. J'ai mis les deux Laurent côte à côte. Ça va pas nous faciliter les choses. Et ils sont tous les deux en bleu. Ça va changer, je peux vous dire. Ça va bouger tout ça. Allez, les 3 sujets. Trêve de plaisanterie. Invasion de l'Ukraine, autorisation des US et des États-Unis, je vais y arriver, et de l'Allemagne à ce que l'Ukraine utilise des missiles longue portée vers les territoires russes. On va voir si c'est l'escalade ou si finalement c'est bien normal. Deuxième sujet, la Nouvelle-Calédonie. On a bien vu que la situation s'améliorait guère. Et finalement, je veux poser une question un petit peu provocante, on va dire. Est-ce que nous devons larguer, abandonner, vous le formulez comme vous voulez, nos DOM et nos TOM, parce que finalement ça pèse et que certains veulent nous quitter? Deuxième sujet. Troisième sujet, la France doit-elle reconnaître la Palestine? Voilà. Comprenez bien, une grande partie des pays européens ont déjà reconnu la Palestine. Est-ce qu'on est à la traîne ou est-ce qu'on attend pour de bonnes raisons? Allez, rendez-vous dans quelques secondes pour le premier sujet. Alors, premier sujet, c'est l'Ukraine. Récemment, l'Allemagne et les États-Unis ont autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée pour aller frapper. Alors, c'est sous conditions un peu restrictives, mais pour aller frapper en profondeur dans le territoire russe, pour en gros atteindre des bases d'où sont lancés des missiles russes qui viennent vers l'Ukraine et où sont stationnées des troupes qui s'apprêtent à soutenir le front russe. Voilà. La question, c'est est-ce que c'est légitime ou est-ce que c'est l'escalade? Et c'est quand, en fait, l'Occident est en train de mettre un doigt dans quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Le premier qui intervient, c'est Laurent. Oui, alors c'est une escalade et notamment ce que vous venez de décrire se complète par le fait que Macron a officialisé, enfin demain il va parler, mais il s'apprête, semble-t-il, à officialiser l'intervention d'instructeurs sur le territoire ukrainien. Il y en avait jusque-là des instructeurs occidentaux, mais le caractère d'officialisation de la chose est en soi un tournant. Pourquoi ça a un tournant? Parce que finalement, tout le monde sait qu'il y a des instructeurs occidentaux en Ukraine et que les soldats ukrainiens, particulièrement les pilotes, viennent être formés en Pologne, en France. Là, il s'agit d'instructeurs donc à pied, si on peut dire, sur le sol ukrainien, donc de présence officialisée. Alors, en politique, le symbole est très important. Oui. Le symbole est parfois créateur d'événements par lui-même. Le fait que Macron puisse annoncer officiellement la présence d'instructeurs sur le sol ukrainien, Moscou ne peut pas faire autrement à ce moment-là que réagir, et verbalement, et éventuellement en essayant de cibler
délibérément et méthodiquement ces instructeurs occidentaux pour marquer le coup. Donc, en cela, il y a une possibilité d'escalade. D'autre part, ce qu'il faut bien voir, c'est que certes, toutes les lignes rouges de Moscou jusque-là ont été franchies sans qu'il y ait de généralisation du conflit, et c'est l'argument principal des interventionnistes, si je peux les appeler ainsi. Pardon Laurent, je vous coupe et je crois que ça va faire avancer le débat. Qu'est-ce qui se passe si finalement des soldats français sont atteints volontairement par la Russie? Oui, et bien là, ce qui va se passer, c'est... Qu'est-ce que nous devons faire, nous, par exemple? Eh bien, ça va être très embarrassant pour le gouvernement, parce que là, cette fois-ci, il va être difficile de cacher ces décès ou ces blessures graves. Il va falloir rapatrier donc des cercueils. Il va falloir faire une cérémonie aux Invalides pour leur rendre l'hommage qu'ils méritent. Moyennant quoi, ça ressemblera à un état de guerre direct avec la Russie, ça déjà. On change d'ambiance, là. Jusque-là, le discours officiel, c'est de dire « nous ne sommes pas en guerre avec la Russie ». Mais là, cette fois-ci, il sera difficile de dire que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Je fais circuler la parole. Oui. Anne-Laure. Oui, alors je suis assez d'accord, Laurent, on change on passe un cap, mais pour moi, c'est plutôt un revirement en douceur, et je sais que ça semble très paradoxal ce que je suis en train de dire. J'ai plutôt le sentiment que on essaye, côté Occident, face à la Russie, à garder la tête haute. Il faut que chacun garde la face. L'idée serait plutôt, à mes yeux, et cela n'engage que moi, mais de protéger Odessa. Donc petit à petit, on est en train de déployer des forces pour sécuriser cette zone. Je pense que tout le monde est d'accord dans les différents ministères que ce n'est pas le nombre d'instructeurs qui vont être envoyés qui changeront la donne aujourd'hui. En regard de la longueur de la frontière, on n'a pas grand-chose à craindre non plus sur la mort de nos soldats. C'est terrible ce que je dis, mais enfin, ils vont être a priori... très dilué. Donc je crois qu'on est en train de s'acheminer jusqu'aux élections américaines à un engagement européen sur ce théâtre d'opération qui a pour objectif de sécuriser Odessa et d'engager dans l'année 2024-2025 les premiers pourparlers, négociations, etc., post-élection américaine. Tout ça met du temps. Une guerre, c'est sur plusieurs stades qu'elle se développe. Et là, ce déploiement qui est... pardon, excusez-moi, mais ça veut dire que vous êtes à une polarité complètement différente de celle de Laurent. Laurent me dit en gros, c'est de l'escalade et on va vers le pire, et vous vous dites, on ouvre vers la résolution. Je le rejoins sur un point, c'est du symbole, ça c'est très clair, et ça peut, on ne sait jamais comment ça peut évoluer, évidemment ça peut très très mal tourné. Quand vous dites du symbole, c'est à la fois les soldats instructeurs français et du reste des autres pays, c'est le symbole pour les opinions publiques, c'est un symbole s'il y a des décès français, et ça peut, évidemment, personne n'est devin, ça peut mal tourner, mais il ne faut pas non plus négliger l'hypothèse qui est la mienne, une préparation en douceur sur 12 mois de négociations à venir. Et pour que ces négociations se mettent en place, eh bien, il faut que l'OTAN, petit à petit, se déploie. Il ne faut pas que l'Ukraine perde la face. Il ne faut pas que la Russie perde la face. Et tout ça se met en place d'une manière très paradoxale, certes, mais c'est une hypothèse. J'entends, c'est intéressant. Juste un mot, peut-être. Du point de vue ukrainien, l'autorisation d'utiliser des missiles, autorisation US et allemande, mais depuis plusieurs mois que l'Angleterre, la Grande-Bretagne, livre des missiles, ils sont sans aucun frein. Les missiles anglais vont frapper en Russie. Donc c'est pas non plus très nouveau. Mais du point de vue ukrainien, ils disent heureusement qu'on a le droit d'aller descendre les missiles qui vont tuer nos civils, et heureusement qu'on a le droit de descendre les troupes. On pouvait laisser tomber l'Ukraine sans ce type d'action. C'est là le symbole. C'est comment entamer des négociations si on n'a pas... C'est le tragique de la situation. C'est-à-dire que l'Occident s'est engouffré dans une seringue et il ne peut plus en sortir. Parce que, imaginez la chose. Les Russes ont énormément de troupes en réserve. Les Ukrainiens, non. Bien sûr. Les Ukrainiens, non. Ils ont pompé leurs réserves pour défendre Kharkiv et ils n'ont plus rien ailleurs
à opposer à un coup de boutoir russe très puissant qui semble s'annoncer parce qu'ils ont énormément de réserves, justement. Donc, s'il y a un segment du front ukrainien qui est troué, qui est percé, et donc si à partir de là, il y a un relatif effondrement de l'armée ukrainienne, qui est tout de même, et Marie-Laure le sait très bien, elle qui connaît le terrain, qui est au bout du rouleau, cette armée ukrainienne. Mais qui tient parce qu'ils défendent leur pays. Oui, non, alors que les Russes ils défendent leur pays, mais des gars qui ont déjà 40 ans, vous savez, qui ont 40 ans, qui sont là dans les tranchées depuis 2 ans, ils ont beau vouloir défendre leur pays. Les pauvres gars, ils n'en peuvent plus. On va faire circuler la parole. C'est là où ça va devenir très dangereux. Parce qu'à ce moment-là, il y aura une surenchère de la part de l'Ukraine qui, crispée par une situation dramatique comme celle-là, pourra viser des objectifs. Juste une chose, les Ukrainiens ont atteint un centre radar qui ne joue aucun rôle dans l'affrontement. Là, vous parlez du centre radar mer Noire. C'est le centre radar russe qui est dédié à l'armement nucléaire stratégique, qui n'a aucun lien avec le combat avec l'Ukraine. C'est extrêmement dangereux de faire ça, c'est une provocation. Ça veut dire qu'il y a des factions en Ukraine qui ne sont pas contrôlées, qui sont hors contrôle, parce que ce pays commence à sombrer dans une relative anarchie et qui joue le pire pour essayer d'avoir un choc direct Occident-Russie. Laurent Isard et Jacques Georges. Laurent Isard. Je pense que le risque d'extension du conflit aujourd'hui n'est plus nul. Et c'est ça qui doit nous préoccuper en réalité. Quand on connaît un petit peu l'histoire et quand on regarde l'histoire des précédents conflits mondiaux, on trouve des similitudes assez inquiétantes quand même avec ce qui se produit aujourd'hui. Vous parlez à quoi? Notamment 1914, surtout 1914 effectivement. Et moi je pense qu'on a pu jusqu'à présent sauvegarder la paix grâce à un pacte non écrit selon lequel il n'y a pas d'agression de pays de l'OTAN de la part de la Russie, et il n'y a pas d'agression de la Russie par des armes provenant de l'OTAN avec l'accord des pays de l'OTAN. On a toujours maintenu la paix comme ça. Et là, on est en train de franchir un cran supplémentaire. Alors, je conçois tout à fait l'idée selon laquelle il pourrait y avoir d'ici quelques temps des négociations qui pourraient aboutir à un processus qui irait dans le bon sens. Et Anne-Laure semble dire qu'il faut rééquilibrer les forces pour pouvoir négocier. Justement, pour négocier, il faut que chacun des deux camps puisse sortir un petit peu la tête haute. C'est comme ça qu'on sort d'un conflit. Or, le souci, c'est que si vraiment il y a des frappes importantes de l'Ukraine sur la Russie, qui tomberont pas exactement au bon endroit, c'est clair, il y aura des morts, il y aura des blessés, y compris chez les civils, ça va être de plus en plus difficile pour Poutine de vendre un processus de paix. Parce qu'il faut qu'il sorte quelque part gagnant de ce conflit. Et ça va être de plus en plus difficile. Moi, je pense qu'il y a un vrai risque. Du point de vue ukrainien, tout ça est inaudible. L'Ukraine dit « ça fait 2 ans que nos civils sont tués, ça fait 2 ans que nos villes sont rasées, il est légitime qu'on puisse se défendre pour pouvoir frapper l'adversaire. » C'est bien le problème, effectivement, la légitimité, elle est là, de leur point de vue. Moi, je me place du point de vue français, et je me dis que là, on a franchi un cap qui peut être rapidement extrêmement dangereux. Du point de vue des Russes, on devient co-belligérant, clairement. Bien sûr. Jacques Georges, on va parler des co-belligérants parce que c'est pas si simple que ça. Hein. Vu que la Chine fournit en armes, vu que la Corée du Nord fournit en armes, vu que l'Iran fournit en armes, hein. On peut dire qu'il y a peut-être des co-belligérants, mais il n'y a pas que la Russie contre le reste du monde. Hein. Jacques Georges. Oui, moi je voudrais dire que effectivement, je pense que là, nous jouons, surtout la France et la Grande-Bretagne, jouent un rôle extrêmement dangereux. Je dirais pour exister aujourd'hui, il faut prendre des risques et faire du sensationnel, mais je dirais que par rapport à l'énormité cataclysmique de l'enjeu, c'est criminel. Et je suis très étonné d'ailleurs qu'en France, que l'initiative de Dupont-Aignan qui a consisté à dire, une fois que Macron a fait cette déclaration, il doit y avoir une entreprise, il devrait y avoir un consensus de destitution du président. Je suis étonné que ce soit passé complètement à plat et que c'est paru tout à fait... Parce que c'est le domaine réservé. Ça a été oui, mais enfin, quand il s'agit de questions de vie et de mort de millions d'individus, du cataclysme nucléaire, il ne devrait même pas y avoir... le seul fait d'envisager cette hypothèse, d'aller dans ce sens-là par légèreté et par calcul politique, c'est un crime.
abominable. Mais pardon, Jacques, il n'y a pas d'outil de destitution du président de la République, sauf de mémoire pour trahison, pour haute trahison. Ça, c'est un argument juridique, je suis bien d'accord. Et c'est pas prévu par les textes, mais enfin, il n'en reste pas moins que là. On pourrait dire débat à l'Assemblée nationale au minimum. Que fait l'Assemblée nationale ? Voilà. C'est que quand même, ce qui est stupéfiant, c'est que face à des initiatives qui sont basées uniquement sur le désir d'exister, le besoin d'exister alors qu'on n'est rien, qu'on joue un jeu de cette nature sans qu'il y ait une réaction violente de l'Assemblée nationale et du peuple, moi, ça me laisse pantois. Mais alors, pardon, je voudrais comprendre. On a parlé de co-belligérance. En quoi la France serait-elle plus, ou le Royaume-Uni, serait-il plus co-belligérant maintenant qu'il y a 15 jours ? Il faut préciser le sens de co-belligérance. Oui. C'est pas un concept juridique stricto sensu. D'accord. Il n'y a pas de définition juridique très précise de la co-belligérance en droit international public. Et en droit de la guerre, en fait. La co-belligérance s'apprécie d'une manière subjective par les acteurs. Je dirais que c'est Poutine qui décide qui est co-belligérant, qui ne l'est pas. Ce n'est pas une instance juridique surplombante, internationalement reconnue. D'accord. Donc, je reprends la phrase excellente d'Henri Guénaud, on ne saura quelle était la dernière ligne rouge que quand on l'aura franchie. Oui. Et je crois que cette phrase est capitale. Et on entend, par exemple, sur LCI constamment dire « Oh, mais regardez, toutes les lignes rouges ont été enfreintes par l'Occident. Les Russes, leurs menaces, ils les ont pas mises à exécution. » Oui, bien sûr, jusqu'au jour qui ne ressemblent pas aux autres non plus. Et il y a une intensité grandissante des interventions occidentales. Au début, il n'était pas question d'envoyer des canons. C'est vrai, on a vu une escalade progressive des moyens fournis à l'Ukraine. Et un détail technique sur les F-16. Bon, les F-16... F-16 qui va bientôt arriver. Les pilotes sont en train, je le précise juste pour le contexte, les pilotes sont en train d'achever leur formation en Belgique, au Royaume-Uni et je ne sais plus où d'autres. Alors juste en Suède, un petit détail qui n'en est pas un, à vrai dire. Les F-16 devront décoller principalement de Pologne ou de Roumanie, parce que les bases en Ukraine, et le F-16, il lui faut une longue piste, il ne décolle pas court. Ces bases seront systématiquement, on l'a déjà commencé à l'être, mais systématiquement détruites par les missiles russes. Technique lié donc les F-16, on ne pourra pas les faire décoller de pistes qui seront des passoires. D'accord. Donc il faudra les faire décoller de Pologne ou de Roumanie, c'est-à-dire de pays membres de l'OTAN. Là, on va voir aussi à quoi ça peut mener que des F-16 décollent de Pologne ou de Roumanie pour aller intervenir au-dessus de l'Ukraine et envoyer des missiles qui pourront arriver dans la profondeur du territoire russe. Jacques Georges. Moi, je voudrais ajouter quand même une chose pour aller dans le sens de ce que disait Anne-Laure tout à l'heure. Moi, je pense que quand même, heureusement, il ne faut pas compter sur la sagesse de Macron pour aller dans le sens de la paix, mais par contre, je pense que les Américains, in fine, j'ai quand même assez confiance dans leur capacité de ne pas aller jusqu'au bout. D'ailleurs, pas pour une bonne raison, pour d'autres raisons qui sont pas purement égoïstes, à savoir que c'est pas leur problème principal. C'est pas un problème stratégique, c'est pas un problème fondamental pour eux, ça l'est pour nous, pas pour eux. Donc, je pense qu'in fine, on ira quand même vers une solution négociée parce que c'est l'intérêt des Américains. C'est pas par notre vertu à nous, mais c'est parce que les Américains ont d'autres priorités. Okay. Anne-Laure, vous êtes sur cette ligne-là ? Oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut garder à l'esprit que ce conflit, pour les Américains, n'a pas d'intérêt. En réalité, tout se passe en Indo-Pacifique. Les Américains ont la Chine dans le viseur et certainement pas l'Ukraine ni la Russie. On gagne du temps à travers l'Ukraine, c'est terrible, mais l'Ukraine est une zone de jeu morbide pour détourner et mettre en place d'autres tensions qui sont déjà en cours, qui passent par une guerre économique avec la Chine qui est de plus en plus agressive, mais qui peut très bien sortir du cadre économique et devenir... Bavrez, hier, disait quelque chose qui m'a beaucoup étonné, à fact-checker, mais il me semble bien l'avoir entendu dire hier sur la TV Figaro, que ce qui est assez nouveau pour du mainstream,
que la guerre Ukraine-Russie n'a strictement rien à voir, mais qu'il s'agit en réalité et en filigrane et qu'il faut mesurer et peser chacun de ces mots, c'est un affrontement américain-chinois en jeu, déjà. Donc tout ce qu'on est en train... Vous voyez, c'est pour cela que ce déploiement des troupes, à mes yeux... Ça parle de la vassalisation de l'Europe. L'Ukraine est un État failli, c'est terminé l'Ukraine. Il s'agit désormais de le sécuriser, de sécuriser Odessa pour qu'il reste un brin de mer. Et voilà, mais on est déjà à la phase d'après. L'Ukraine ne compte plus. Jacques Georges. Ce qui est d'ailleurs plus inquiétant, parce que s'il y a un explosement et un bouleversement mondial, l'Ukraine ne fait que partie d'un ensemble global de tensions. C'est en Indo-Pacifique qu'il faut désormais regarder, au Proche-Orient, Moyen-Orient, etc. Pas l'Ukraine. Ajouter juste une toute petite chose. De toute façon, les Américains sont contents. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient et ce qui nous tue, c'est-à-dire ils ont cassé la relation à long terme entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. Je dirais que pour eux, c'est le paradis déjà. C'est déjà fait, l'essentiel est atteint, nous sommes les victimes, nous sommes les cloches de l'affaire et tout va bien. Les Européens font du zèle. Ce qu'il y a, c'est que les Européens font du zèle. Je partage l'avis d'Anne-Laure complètement. Les Américains sont debout sur les freins actuellement. Mais les zélateurs... En même temps, ils ont voté un package de plusieurs dizaines de milliards de dollars qui va arriver. Une partie des 61 milliards, c'était déjà du matériel déstocké qui est remboursé, etc. Il y a une autre partie qui va servir à payer les fonctionnaires et les services publics, etc. Ce qui sera du matériel, finalement, ce ne sera pas 61 milliards, ce sera beaucoup moins. Mais les Américains sont debout sur les freins, je suis tout à fait d'accord avec Anne-Laure, ils ont l'œil rivé sur la Chine. Mais les zélateurs européens font du zèle, et donc comme en zélateurs qu'ils sont, c'est-à-dire Macron, effectivement, qui est un... Mais Olaf Scholz aussi, puisqu'il a autorisé l'utilisation des missiles. Mais qui est contraint, mais c'est Macron qui se veut maintenant la tête de file européenne des zélateurs. Il faut savoir que là, il y a aussi un facteur danger. La Première Guerre mondiale en 1914 commence par l'Autriche et la Serbie, des puissances secondaires qui s'agitent. Et il faut faire attention aux puissances secondaires zélatrices et qui s'agitent. Et Macron, comme ça vient d'être dit très brillamment, n'a qu'une envie, c'est de paraître sur l'avant-scène politique parce qu'il est en échec total en politique intérieure. Et alors, dériver les échecs de politique intérieure vers les distractions spectaculaires des tensions internationales, c'est toujours très dangereux en période de tension. Laurent Izard, ce sera sans doute le mot de la fin. D'accord, juste un petit mot. Je pense qu'effectivement, la logique géopolitique plaide pour une solution négociée et j'espère de tout cœur qu'on va y aller. Seulement, voilà, quand on réunit les conditions d'un embrasement, il suffit parfois d'une petite étincelle pour mettre le feu aux poudres. Et c'est ça qui nous menace aujourd'hui. Et je pense qu'il appartient à tout responsable politique raisonnable d'essayer de calmer le jeu et de ne pas créer les conditions de l'embrasement. Ok. Très bien. Allez, Jacques Georges, je vous donne le mot de la fin, pour de vrai. Vous fermez la porte. Il ne faut pas négliger le rôle du hasard et de la légèreté en politique. Il y a une époque où je me suis passionné sur les débuts de la guerre de 14, qui a déjà été évoquée, mais le pire, c'est la guerre de 70. Ah oui, bien sûr. Je dirais les crises de nerfs de l'impératrice nous ont coûté les 2 guerres mondiales, en résumé. C'est vrai. Ok. Bon, je ne sais pas quelle est l'impératrice de ce temps. Eugénie. Ah oui, oui, non, mais j'ai bien compris que c'était Eugénie dont on parlait. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet. À tout de suite. Deuxième sujet, la Nouvelle-Calédonie. En fait, on voit que la crise en Nouvelle-Calédonie, crise qui ne se calme guère, provoque ou amène certains à se dire, mais finalement, la situation sanitaire à Mayotte, la situation sécuritaire dans les dom-toms, fait qu'il y a un certain nombre de ces territoires, voire la totalité, que nous devrions abandonner, relâcher. Je pense que tous les termes ne sont pas appropriés, et qu'en fait, ça pèse d'un poids économique, ça pèse d'un poids géopolitique sur la France, et que la France se porterait mieux à retrouver un territoire hexagonal et juste hexagonal.
Alors, je sais que ce sujet est très provoquant, hein. Je sais que je joue avec quelques allumettes. Mais j'ai découvert que dans cette équipe, il y avait des polarités, et je voudrais leur donner la parole. Alors, Jacques-Georges, c'est vous qui commencez. C'est ingrat hein, comme rôle hein, oui. Parce que en plus la formulation c'est la France doit-elle abandonner ses territoires d'outre-mer. Alors moi je suis pas du tout pour les abandonner, je suis pour les libérer, c'est autre chose. Oui. Mais effectivement, j'ai toujours pensé ça. Hein. Je dois dire que je suis un homme de droite revendiqué, même très affirmé. Mais je suis pour, effectivement, pour l'abandon non pas l'abandon, justement, la libération de l'outre-mer. Et chacun chez soi, et les vaches sont bien gardées. Ça fait de vous un tiers-mondiste, voire quelqu'un qui s'oppose à la colonisation, hein. Je pense que il y a beaucoup de raisons à ça. Je pourrais tenir 1 heure là-dessus facilement. Ouais. Mais la première raison, 5 minutes, au moins, mais la première raison, c'est une raison justement de principe et de dignité. Je suis contre la colonisation de la France actuelle, et je suis contre la colonisation par la France, ou par ceux qui parlent au nom de la France, de territoires qui n'ont rien à voir avec la France. Donc pour des raisons de principe, moi personnellement, je me sens très fraternel avec un chef kanak. C'est tout. Je dis qu'il est fier d'être ce qu'il est, il est lui-même, et je lui serre la main parce que je lui dis nous nous reconnaissons. Ceci étant dit, bon, maintenant, il faut de quoi parlons-nous, hein. La Nouvelle-Calédonie, c'est 18 000 km² et 270 000 habitants. Hein. C'est un caillou, c'est rien du tout. L'outre-mer, c'est 120 000 km² et 2 millions, un peu plus de 2 millions d'habitants. C'est quelques pourcents, c'est 4%, c'est 2,7 millions d'habitants et 4% de la population totale. Bon, de l'Hexagone, enfin de la France au sens large. Oui, d'accord. Donc ça nous donne les confettis de l'Empire. C'était très habile, soi-disant, en 1960, de dire on donne l'indépendance à tout le monde, mais on garde les confettis pour avoir la zone maritime. Bon, c'est vrai que c'est peut-être une petite astuce marrante et qui donne une apparence de pouvoir, de prestige, de présence au monde, etc. Mais qu'est-ce que la France a à y gagner ? Mais la France n'est pas universaliste. La France, pour moi, c'est ça la vérité profonde. La France est un morceau d'Europe. L'avenir de la France est dans l'Europe, continentale et autocentrée. C'est ça le fond de ma pensée, c'est-à-dire, et tout le reste en découle. Ça et évidemment, c'est c'est pas du tout une opinion de droite. Enfin, de droite en tout cas. Ça peut se discuter. Vous êtes iconoclaste, en l'espèce. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je me reconnais paradoxalement plus sur ce plan-là avec l'extrême gauche, qui est quand même quelque chose d'absolument incroyable. Oui, parce que eux parlent de la Kanaki, si on reste juste sur la Nouvelle-Calédonie, mais je suis certain qu'il y a des appellations concernant la Réunion, concernant bien sûr, mais ces gens-là, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui veulent rester eux-mêmes. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui aiment leur identité, qui sont fiers d'eux. Mais je l'applique aussi à la France. C'est ça la différence. Qu'est-ce que vous dites aux habitants de la Nouvelle-Calédonie, de la Guadeloupe, qui eux veulent rester français ? Vous leur dites moi je leur dis ceci. Je leur dis ceci. Vous êtes les meilleurs d'entre nous. Et ça, c'est vraiment profondément ce que je pense. C'était le cas des Français d'Algérie. Si vous êtes les meilleurs d'entre nous, soit vous vous mettez un accord avec les propriétaires légitimes de ces territoires, soit on vous accueille les bras ouverts. On vous compensera et on en sera plus riche. Voilà. D'accord. Bien, alors je sais qu'il y a une autre polarité, c'est Laurent Arthur Duplessis, et après on va faire circuler la parole. Il y a deux aspects. D'abord, à ma connaissance, les Kanaks sont minoritaires, là, maintenant. 40%, oui, 39%. Voilà. Donc, ça pose un problème, parce que ce sont les minoritaires qui demandent finalement à quitter la France. Mais nous, on va l'être bientôt aussi en France. Hein. Oui, mais justement... On mélange pas tout, s'il vous plaît. Là, on se concentre sur le second élément, surtout. Comme le disait tout à l'heure Marie-Laure, le site principal des guerres à venir, ça va être l'Indo-Pacifique. La Nouvelle-Calédonie... C'est à nord, hein, Bonnel. À nord, oui. À nord, Bonnel, oui. Pas Marie-Laure, pardon. Hein, comment ? Vous l'avez appelé Marie-Laure. Pardon, à nord. Eh bien, la Nouvelle-Calédonie, c'est un porte-avions, c'est une position stratégique, c'est absolument essentiel. Mon point de vue est géopolitique. Hein. Et mon point de vue est géopolitique. Et mon prisme est de dire maintenant, avec les événements qui approchent, aussi bien sur le site ukraino-russe que surtout sur le site indo-pacifique, il faut raisonner en fonction de ces
guerres qui sont de plus en plus discernables, imminentes et inexorables. Et il faut raisonner en termes de stratégie. Mais n'est-ce pas paradoxal de se dire il faut garder un pied dans le Pacifique, alors qu'en réalité, les enjeux sont européens du point de vue de la France? Mais les enjeux sont mondiaux, c'est-à-dire qu'à la mondialisation économique succède la mondialisation des guerres. Oui. C'est-à-dire que, comme ça a été indiqué tout à l'heure, tout est lié. Le conflit ukraino-russe, il est lié avec la cible qu'est la Chine pour les États-Unis, qui voulaient assiéger la Chine par l'Ukraine, devant déliter la Russie. Le calcul s'est révélé faux. La Russie est renforcée et pas délitée. Néanmoins, c'est toute une stratégie telle que Brzezinski l'avait déjà exprimé dans son livre Le Grand Échiquier en 1997. Voilà, c'est ancien, Brzezinski. Brzezinski, ministre des Affaires étrangères, ou secrétaire d'État de Carter, je crois. Oui, de Carter, notamment. De Reagan, non, de Carter. Et gourou de la politique étrangère états-unienne jusqu'à sa mort. Bien sûr. Mais qui, dans les derniers moments de sa vie, a quand même eu des éclairs de lucidité et a dit... Doucement avec la Russie, il ne faudrait pas que nous soyons à la fois confrontés à la Russie et à la Chine, ce que disait Henry Kissinger lui-même depuis déjà quelques années. Et comme disait Bismarck, quand on est trois, il faut être l'un des deux. Il se trouve que les États-Unis sont isolés par rapport au binôme Russie-Chine. C'est la pire des stratégies. Mais néanmoins, de toute façon, mon avis, et depuis longtemps, c'est qu'on va vers une troisième guerre mondiale. Elle ne sera pas évitable. Et il faut s'organiser en fonction de cette perspective. Parce que, Jacques, vous disiez tout à l'heure que la possession des DOM et des TOM fait de la France une grande puissance maritime, c'est la vérité. C'est le deuxième domaine maritime du monde. Non, ça c'est une blague. Hein, ça c'est une blague. C'est une blague. On importe juste les richesses incommensurables du domaine maritime. Je rappelle simplement que nous importons 70% de notre consommation de poissons, hein, juste pour rigoler. Hein. Mais c'est quand même la vérité de ces richesses-là, c'est ça. Donc, ce sont des richesses potentielles qui vont rester potentielles très longtemps. Voilà, c'est ce que je pense. Alors, et que nous ne sommes dans ces territoires que parce qu'ils sont pauvres et sous-développés. Le jour où ils sont développés, on découvrira du pétrole ou du nickel ou je ne sais quoi, qu'il y en a déjà du nickel, vous me direz, mais ça ne restera pas français très longtemps. Hein. C'est tout simplement ce que j'ai à dire. Ça nous coûte très cher. J'ai pas eu le temps de développer, mais ça nous coûte également très cher, à un coût d'ailleurs qui n'est pas connu. Comme par hasard, il n'est pas connu. J'ai essayé d'en trouver, il n'y a pas de chiffre sur... Si, il y en a eu un petit peu, mais qui était bidon, et qui était très minoré. Donc, c'est pas par hasard qu'on ne connaît pas le coût, parce qu'il est tellement énorme, il explique tellement le sous-développement français, et la dégradation du pouvoir d'achat des Français, ça explique tellement de choses qu'il ne faut pas en parler. Alors, Laurent Isard, Anne-Laure ? Moi, je veux bien enchaîner. Allez, Laurent. Je reçois les arguments qui ont été développés et on va pouvoir y revenir, notamment sur les arguments en termes de souveraineté, les arguments économiques. Mais avant ça, moi, je voudrais dire une chose. Je pense que chaque fois que la France se sépare d'un de ses territoires, pour toutes les personnes qui sont un petit peu patriotes, dont je fais partie, c'est un crève-cœur. Ah oui, ça je suis d'accord. Voilà, ça c'est une première chose. Et du coup, c'est vrai que si on peut l'éviter, pour moi, c'est mieux. Alors après, la question, effectivement, elle est de nature économique, elle est de nature historique, philosophique, etc. Et on peut... Moi, je voudrais juste répondre sur l'aspect économique, qui est celui que je connais le mieux. Effectivement, quand on compare, par exemple, le PIB de la Nouvelle-Calédonie par rapport au PIB de la France, c'est pas grand-chose, on est bien d'accord. Et on pourrait dire la même chose pour la Guadeloupe, pour la Martinique. Bon, mais là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que sur la zone économique exclusive, la fameuse ZEE, là, c'est un avenir absolument extraordinaire. L'exploitation des richesses maritimes à un horizon de 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est une richesse. Et c'est vrai que ça a quand même du mal à se mais ça va pas se faire tout de suite. Ça va pas se faire tout de suite. Mais comme vous l'avez dit très justement, on est la deuxième zone économique exclusive mondiale. C'est une richesse absolument incroyable. Et pour reprendre un argument qui a été dit. Oui, c'est vrai qu'on importe beaucoup de poissons, alors que voilà, c'est tout à fait exact. Mais je vais vous dire une autre chose, on importe aussi du nickel. Oui. Alors que la Nouvelle-Calédonie est quand même le 5e producteur au monde de nickel. Mais justement, c'est parce que ces richesses sont
mal exploité. Eh oui. Et quand on voit le niveau de la balance commerciale en France aujourd'hui, Oui. eh bien, on peut penser largement déficitaire, très largement déficitaire. Il faudrait pouvoir arriver à exploiter davantage ces richesses absolument incroyables qu'on a avec nos possessions pacifiques. Oui, mais justement, c'est pas par hasard si nous avons ce potentiel qui ne s'actualise pas. Pourquoi ? Pourquoi nous ne sommes pas aussi riches que les Suisses qui n'ont rien? Ils n'ont pas de colonies, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils sont beaucoup plus riches que nous parce qu'ils n'ont rien. Peut-être, c'est peut-être ça l'avantage. Je sais pas. Moi, je pense que la possession à tout crin de ces territoires d'outre-mer nous plombe fondamentalement. Alors Bonnel. Alors. Moi, je vais pas me positionner sur les aspects géopolitiques, puissance, symbole et économique des DOM et des TOM. Et déjà, en plus, DOM-TOM, l'histoire est tellement singulière entre les deux que on ne peut pas en parler de la même façon. Mais au-delà de ça, ce qui se passe, en tout cas, dans certains territoires, humainement, moi, me heurte énormément quand on voit la reprise du choléra à Mayotte ou l'absence d'eau potable dans certains départements. La pauvreté dans les TOM. Il y a quand même des questions à se poser. Est-ce qu'on a été à la hauteur de la situation? Est-ce que nous avons les moyens? Et là, simplement, dans un regard plutôt humaniste, il y a des questions on devrait se poser. Avons-nous été aussi respectueux de ce que devrait offrir la République à ces territoires dans les dom-toms? Et ces revendications qui sont, pour certaines d'entre elles, instrumentalisées, ne viennent pas nulle part. Et vous savez pertinemment que le feu ne prend pas si déjà l'allumette n'a pas commencé à laisser entrevoir une étincelle. Vous parlez de notre responsabilité, en fait, la responsabilité de l'Hexagone vers les territoires. Je pensais qu'on ne paie pas assez, quoi. Je pense qu'on n'a pas les moyens. Ah oui. Je pense qu'on n'a pas les moyens. Plus juste. Et aujourd'hui, on a un état de délitement qui est humainement inacceptable et que il y ait. Les Comoriens fuient vers Mayotte, pas le contraire. Mais c'est la peste et le choléra. Pardon, c'est pas tout à fait vrai. Quand on regarde, et c'est tout à fait frappant, quand on regarde l'économie des Antilles françaises par rapport à d'autres pays ou îles indépendantes autour, le contraste économique est très en faveur des Antilles françaises. Et c'est vrai aussi pour la Nouvelle-Calédonie par rapport aux Fidji. C'est pour ça que je fais une vraie différenciation entre les DOM et les TOM. Et les revendications ne sont pas du tout les mêmes. Mais pour les TOM ont déjà une forme d'autonomie que les DOM n'ont pas. Oui, mais les Kanaks c'est une civilisation. Les DOM, c'est plutôt un héritage colonial. Donc c'est pas le même passé. C'est pas les mêmes peuples. Et les revendications indépendantistes ne sont pas comparables. Mais je pense qu'elles le sont. Mais enfin. Vous voulez dire, vous parlez. Moi, je suis très gênée avec cette. Fondamentalement, c'est la même chose. C'est séparé par quelques centaines d'années d'histoire, mais fondamentalement, c'est la même chose. Nous n'avons plus les moyens d'entretenir, d'assurer la dignité des territoires dont nous avions la charge. On n'en a plus les moyens. Et pourtant, la situation économique et la dignité est plus respectée. Et eux-mêmes, ça ne va pas dans le sens de leur dignité, puisqu'ils... des territoires, des peuples qui tendent la main, c'est pas bon. C'est bon pour personne. Ni pour celui qui donne, ni pour celui qui reçoit. Mais vous ne valorisez pas ce qu'a dit Laurent Arthur Duplessis, c'est-à-dire la grande présence je le comprends très bien, internationale de la France. Je le comprends parfaitement. C'est le rayonnement de la France dont il s'agit quand même. Ah, Parce que le rayonnement de la France, moi, c'est beaucoup plus Debussy, Ravel, Fauré et Poulenc que les dom-toms, franchement. Il faut voir aussi qu'en arrière-plan, il y a la Polynésie, c'est-à-dire que la Polynésie française, c'est un énorme territoire en matière de zone et d'expansion économique aussi. Et je dirais que la Chine reluque la Nouvelle-Calédonie. Ça, on le voit bien, et la Russie aussi, puisqu'il y a, il y a de l'intox qui vient de satellites de la Russie. Surtout la Chine. Oui. Et en arrière, la Chine ensuite jette le regard sur la Polynésie. Et la Chine veut raisonner le Pacifique. Alors vous allez me dire, c'est plutôt un enjeu pour les États-Unis que pour la France et l'Europe. Pour l'Australie aussi ?
et pour l'Australie aussi. Mais néanmoins, comme dans la mondialisation économique, tout est en connexion, il n'y a plus d'enjeux spécifiquement régionaux en réalité. Tous les enjeux sont mondialisés, en fait. Donc nous devons résister. Hein, vous êtes d'accord ? Nous devons résister pour la Nouvelle-Calédonie, pour la Polynésie et pour d'autres territoires, au nom de quoi ? Notre intérêt ? De diverses sortes d'intérêts. Alors bon, à terme, effectivement, les progrès de la technologie vont rendre les zones d'expansion économique dans les fonds marins de plus en plus intéressantes. C'est même l'avenir énergétique de l'humanité dans une large mesure. Et là, le fait que nous ayons le deuxième domaine maritime du monde est derrière les États-Unis, c'est considérable. Et potentiellement une richesse inouïe. Et nous sommes présents dans tous les océans. Oui, c'est inouï. C'est inouï, et c'est surtout l'évolution de la technologie qui commande là, car elle réduit les coûts et donc ça va faire de ces zones d'expansion économique les futurs champs miniers de l'avenir. Alors il y a cet enjeu économique, mais il y a aussi le fait que, effectivement, dans la mesure où nous sommes embringués dans les conflits à venir aux côtés des États-Unis, hélas sans doute, mais enfin c'est comme ça, il va bien falloir se positionner, nous aussi, face à la Chine, dans l'affrontement indo-pacifique à venir. Ouais. Et Laurent Isard. Qu'est-ce qui se passerait très concrètement pour les populations locales si elles accédaient, s'il y avait une indépendance ? Il y a deux possibilités. Soit on continue d'aider, et il y a toujours une présence française, c'est ce qui s'est fait parfois, et à ce moment-là, je dirais qu'on perd l'intérêt économique et on n'a pas l'avantage effectivement de l'argent qui est toujours envoyé là-bas. Soit on abandonne complètement. Et si on abandonne complètement, il y aura d'autres intérêts qui vont se substituer aux nôtres. Et moi, je ne suis pas sûr que l'intérêt des populations locales, ça soit effectivement de tomber sous la coupe des Chinois ou d'autres puissances étrangères. Moi, je pense que le risque le plus important, c'est une guerre civile à court terme locale. Ça peut arriver. Là, vous parlez spécifiquement de la Nouvelle-Calédonie. Oui, de la Nouvelle-Calédonie, oui. Et je pense qu'en réalité, la France, même s'il y a eu beaucoup de conflits, on connaît tout ce l'historique depuis plus de 30-40 ans, mais je pense que la France est une puissance stabilisatrice, en réalité. Et que l'intérêt de tous, c'est que la France reste là-bas, voilà. Alors que l'intérêt des Kanaks, lui, est en réalité divergent, parce que pour certains chefs qui se verraient bien prendre les rênes du pouvoir, oui, effectivement, il y a un intérêt à ce que la France parte. Pouvoir qu'ils ont déjà, puisqu'ils tiennent deux régions sur trois sont autonomes. Voilà. Exactement. Mais la réalité, c'est que je pense que la majorité des Kanaks auraient beaucoup à perdre au départ de la France. D'accord. Bon, alors, Jacques-Georges, ce sera le mot de la fin pour la deuxième fois. Les Kanaks changeraient de suzerain et ils ne gagneraient pas au change. Ça, je pense que ce serait une mauvaise affaire pour eux, mais c'est à eux d'en décider. C'est ma position. Messieurs, madame, merci. On se retrouve dans quelques secondes pour le troisième et dernier sujet. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. La récente reconnaissance de la Palestine par l'Espagne, la Norvège, je vais essayer de ne pas me tromper, de ne pas en oublier un, l'Irlande et la Slovénie. La Slovénie, ça date de quelques heures quand on enregistre cette émission, m'a fait penser qu'il est peut-être temps pour la France de reconnaître la Palestine. La question a été posée au président Macron, il a dit que ce n'était pas le moment. Dans tous les cas, c'est le moment, il me semble, d'en parler, sachant qu'en faisant le point, il y a 193 pays à l'ONU et qu'il y en a déjà 146 qui ont reconnu la Palestine. La reconnaissance de la Palestine et ouvrant évidemment la solution à deux États dont on parle sur la crise israélo-palestinienne actuelle. En gros, ceux qui reconnaissent, c'est les anciens pays de l'Est, c'est la très très grande majorité de l'Afrique, une grande partie de l'Asie, et ceux qui ne reconnaissent pas, c'est l'Europe de l'Ouest, et c'est les États-Unis, le Japon, des pays comme ça. Voilà. Le sujet, le décor est planté. Laurent Isard. Bon, c'est un sujet qui, évidemment, est éminemment complexe.
Et explosif actuellement. Et complètement explosif, oui. Alors, je crois qu'il est quand même bon de rappeler que le plan de partition de 1947 prévoyait effectivement 2 États sur des frontières qui ne sont pas très très différentes de celles actuelles, Israël-Palestine. Alors, je pense que cette question doit être traitée à 2 niveaux en réalité. Est-ce qu'il faut que la Palestine devienne un État? Est-ce qu'il faut concevoir une solution à 2 États? Je pense que sur le long terme, le moyen et long terme, c'est la seule solution envisageable. J'en vois pas d'autres qui soient crédibles en réalité. Rester avec des Palestiniens qui soient sans État sur le long terme, ou alors, comme certains l'ont proposé, notamment parmi les politiques français, un seul État palestinien et rayé de la carte Israël, sont des solutions qui à mon avis, ne sont même pas envisageables. Voilà. Donc, à moyen et long terme, je pense qu'il faut qu'on travaille sur une solution à 2 États, ce qui est, à mon sens, possible, parce que les conditions d'un État palestinien, en grande partie, sont réunies. Voilà. Mais la question, Laurent, c'est est-ce que maintenant, voilà, ça, c'est le moment? C'est le deuxième point que je voulais évoquer. Pour moi, c'est absolument scandaleux, et ce qu'ont fait les 4 États que vous avez cités, de reconnaître aujourd'hui la Palestine. Pourquoi? Parce que finalement, ça conduit très directement à valider une action terroriste. Et ça, pour moi, c'est totalement inacceptable. Jamais ces 4 États n'auraient reconnu aujourd'hui la Palestine s'il n'y avait pas eu 7 octobre. Et du coup, je pense... Alors évidemment, je connais la réponse déjà quand on oppose cet argument. On dit c'est jamais le moment. Voilà, c'est jamais le moment. Oui, peut-être c'est jamais le moment. Enfin, en tout cas, récemment, il y a eu beaucoup de conflits qui ont fait que... Mais surtout pas aujourd'hui. Surtout pas aujourd'hui. Parce qu'en réalité, il faut comprendre une chose. Si on reconnaît la Palestine, bon, déjà, nous, la France, ça ne changera rien sur le terrain. Soyons clairs. Non, mais pas plus que la Norvège, l'Espagne ou... Ça ne changera rien, ça changera rien. Le conflit va continuer tel quel. Par contre, c'est vrai que ça donne un soutien international au Hamas. Donc indirectement, ça affaiblit Israël? Ah oui, ça affaiblit Israël, très clairement. Et je pense qu'en réalité, cette solution à 2 États que je préconise, elle ne peut se faire qu'à la condition que les autorités palestiniennes reconnaissent Israël. Voilà, chose qui est impossible avec le Hamas aujourd'hui. Alors Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut que les reconnaissances soient se répondent l'une l'autre. Alors, je rajouterais peut-être, c'est pas le bon moment parce que c'est le Hamas. Ça aurait dû être fait pendant les accords d'Abraham. Donc gros raté. La question qu'on oublie de se poser et que je compare d'ailleurs à l'Ukraine, c'est que ce conflit n'a pas commencé le 7 octobre. Il y a eu ce massacre, mais le conflit dure depuis des années. Donc cette question arrive là sur le tapis, mais c'est dommage pour tout le monde que ça n'ait pas été traité bien avant. Vous dites que la France a loupé le coche. La France a loupé le coche, mais pas que. Mais pas que. L'ensemble de la communauté dite internationale a loupé le coche. Depuis les accords d'Oslo, il ne s'est quasiment rien passé. Et c'est peut-être sur cette base-là que les discussions devraient reprendre. Mais il faut également une autorité palestinienne viable. Discuter avec le Hamas, je comprends que ça gêne la branche armée du Hamas, que ça gêne les Israéliens. Qui pourrait vivre en bonne entente avec un groupe qui massacre des civils. Et dont le principe, c'est la mort de l'État israélien. Non, mais il faut revenir alors, c'est très complexe comme question. Il fallait y penser avant et pendant les accords d'Abraham. Donc, à mes yeux, tous ceux qui ont signé les accords d'Abraham ont une part de responsabilité dans ce qui se passe. Parce que c'était très facile de le signer. En revanche, tout le monde avait oublié le statut de la Palestine. Maintenant, ça réapparaît du chapeau. Bon, bravo, mais c'est un peu trop tard. En revanche, le 7 octobre, ce qui s'est passé est inacceptable. Qu'il y ait un conflit dit armé entre le Hamas et Israël, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, il ne fallait pas s'attaquer à des civils. Et c'est en ça qu'on parle de pogrom. Donc ça, il faut bien le rappeler. Et discuter avec des gens qui ont massacré des civils, c'est difficile. Jacques Georges, merci. Bon, moi je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit, là, en particulier la nécessité absolue, une reconnaissance d'Israël qui a le droit d'assurer son avenir à long terme. Ça, c'est non négociable. Mais simplement quelques chiffres sur les ordres de grandeur. Israël, c'est 22 000 km². C'est la moitié de la Bretagne. La bande de Gaza plus les territoires, la Cisjordanie, c'est, sauf erreur,
de l'ordre de 6 000. Ce sont des confettis de confettis, c'est rien du tout. Il y a beaucoup de population, il y a 5 millions et demi de Palestiniens, il y a presque 10 millions il y a de l'ordre de 10 millions d'Israéliens, ça fait relativement beaucoup de noms. Mais du point de vue territorial, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et moi, je pense que je suis favorable à toutes les solutions qui vont dans le sens de l'arrêt du massacre des Gazaouis, hein, c'est certain. Mais à long terme, tout ça, c'est pas la solution. La seule solution, c'est qu'un jour ou l'autre, Israël dispose d'un territoire continu et sécurisé suffisant pour continuer à exister. Voilà. J'en dirais pas plus. Hein. Mais est-ce que ça implique le fait que la Palestine doit disparaître pour être englobée dans un grand Israël ? Moi, je pense que l'avenir de la Palestine est en Jordanie. Hein, la Jordanie, c'est 90 000 km². Ah, c'est le roi Abdallah qui va être content. Alors là, il faudra compenser, il faudra payer. Il faudra payer très cher. Mais ça vaut la peine, et je pense que c'est la seule solution à long terme. Maintenant, moi, je suis pour l'arrêt du massacre des Gazaouis, comme tout le monde. Je suis pour l'existence d'Israël à long terme. Je suis plein de volonté, j'aime tout le monde. Mais malheureusement, il y a deux légitimités fortes et incontestables qui s'opposent et sont totalement incompatibles. Et ça ne se terminera que par une scission territoriale, un peuple sur une terre. Il n'y a aucune exception à cette règle. Pardonnez-moi. Ensuite, Laura Arthur. Je rajoute, et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, discuter avec Netanyahou aujourd'hui, avec le sort qui est fait sur les civils de Gaza ou sur la Cisjordanie, est quasiment impossible également. Donc je termine en rajoutant cette précision. Le Hamas n'est pas un interlocuteur de choix, mais Netanyahou, aujourd'hui, ne l'est plus. Qu'il y ait eu une réponse au 7 octobre, c'est évidemment normal. Mais qu'on en arrive à une telle violence, il y a quand même certaines questions à se poser. Oui, mais pardon, si le Hamas n'est pas légitime pour les raisons qu'on connaît et Netanyahou n'est pas légitime, la discussion se fait entre qui et qui ? Eh bien, écoutez, c'est à la communauté dite internationale d'imposer un cessez-le-feu. Là, personne ne semble pouvoir manœuvrer correctement. Et c'est bien pour cela que j'insiste. Ces accords d'Abraham étaient inacceptables en réalité. Et tout aurait dû être repris à partir des accords d'Oslo. Depuis le décès... Rappelez-nous ce que disaient Abraham et Oslo. Écoute, non mais depuis... En synthèse rapide. C'était la reconnaissance de deux États, c'était la reconnaissance de l'État palestinien avec Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Rabin, je vous rappelle, était quand même un général qui a fait donc un gros effort et est revenu sur ses convictions, qui étaient anti-Palestine. C'est pour ça qu'il a été assassiné. Il a été assassiné par un extrémiste juif. Il en a payé de sa vie, ce revirement. Mais rappelez-vous également que ces accords d'Oslo avaient mené Israël et la Palestine, Yasser Arafat et Rabin, jusqu'au Maroc. Il y avait des discussions. Il y avait un début de discussion avec les musulmans et les juifs. Abraham, pas un mot sur la Palestine. Ça, c'est l'erreur fondamentale. C'est l'erreur fondamentale. Et tout par-delà. Et attention, il faudrait également voir qui était proche du cercle de l'assassinat de Rabin. Je ne citerai pas de nom, mais le Likoud et ses branches déviantes n'étaient pas loin. Ça a arrangé certains. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, entre la branche armée du Hamas et le Likoud, les discussions sont impossibles. C'est deux rancœurs de haine qui se font face. Deux formes de vision déraisonnables. Et meurtrières. Bien sûr. C'était le général de Gaulle qui disait « Il y a des problèmes qui n'ont pas de solution ». Et je crains que le conflit israélo-palestinien soit de cela. Je crois qu'il existera toujours, avec des phases de latence et des phases aiguës, des phases actives et des phases plutôt dormantes. Oui. Mais effectivement, deux légitimités s'affrontent, comme ça a été très bien dit, et finalement, c'est une voie sans issue, autre que ce sera éternellement un conflit, tantôt larvé, tantôt aigu, qui ne pourrait se terminer que par la victoire absolue de l'un sur l'autre.
Il faut que ces deux personnes, ces deux groupes s'effacent. Il faut du renouveau. C'est très facile à dire, mais ça ne peut pas passer ni avec le Likoud, ni avec le Hamas. Il faut que se recréent deux entités politiques. Et les peuples en ont marre, aussi bien les Gazaouis qui sont victimes d'un système qui les a... Je vous rappelle quand même que quand le Hamas est rentré dans Gaza, ils ont fermé les cinémas, les discothèques, etc., les bars, les cafés, interdiction d'alcool dans les hôtels. C'est pas le cas en Cisjordanie. Donc c'est bien beau de comparer le Hamas aux Gazaouis, c'est faux. Ce n'était pas comme ça avant. Et ne sous-estimons pas la responsabilité de Netanyahou dans le développement du Hamas. Tout ça est très compliqué. Mais on peut faire confiance à la démocratie très imparfaite israélienne pour se débarrasser de Netanyahou. Il faut se débarrasser des deux. Jacques Georges et Laurent Isard, qui aura le mot de la fin? Moi, je pense que la solution des deux États, personnellement, je suis favorable parce que c'est celle qui diminue les massacres et c'est celle qui diminue les tensions, mais c'est pas la solution à long terme. La solution à long terme, c'est la moins mauvaise. Laurent Arthur Duplessis a dit tout à l'heure qu'il y avait éternellement de problèmes sans solution. Si, il y en aura quand même. Ça durera très longtemps, mais un jour ou l'autre, il y aura une solution. Il y aura plus d'Israël ou il y aura plus de Palestiniens. Ou les Palestiniens seront en Jordanie. Moi, c'est plutôt, à mon avis, la moins mauvaise solution à long terme, à condition de la payer correctement. Laurent, je suis d'accord avec vous comme souvent, mais n'oubliez pas, on dit souvent il y a des problèmes qui n'ont pas de solution, c'est vrai. Mais elles en ont toujours dans le temps. Oui. Regardez l'Iran et Israël. On nous dit c'est la guerre, mais rappelez-vous comment l'Israël et l'Iran s'entendaient sous le Shah. Tout ce qui a été fait peut être défait. Donc le problème, c'est que nous vivons dans le présentisme et que nous n'avons pas suffisamment de recul historique pour voir que ceux qui se haïssent aujourd'hui se sont entendus hier. Oui. Rien n'est figé. Il faut être inventif. Laurent Isard, mot de la fin. Cet avis, je ne peux pas me résoudre à être désespérément pessimiste sur l'avenir. Je crois que dans l'immédiat, ce qu'il faut faire, et ce que la communauté internationale doit faire, c'est arrêter le massacre. Et il faut être plus interventionniste. Parce que ce que vivent les Gazaouis, c'est un enfer aujourd'hui. Quelles que soient les raisons, etc., il faut arrêter, quoi. Voilà. Ensuite, c'est vrai que les données géopolitiques aujourd'hui ne sont pas bonnes pour arriver à cette création des deux États. Mais je pense que la grande différence avec 1947 et aujourd'hui, c'est que en 1947, il n'y avait pas de conscience palestinienne. Vous demandiez à un habitant de Gaza s'il se sentait palestinien, il vous aurait pas dit ça du tout. Voilà. Aujourd'hui, il y a une conscience palestinienne, il y a la volonté de construire un État palestinien. Et on sait bien que les pays se forgent avec les guerres. Avec les conflits, moi, je crois que c'est ce qui s'est passé ici, effectivement. Et bon, même si on peut être raisonnablement optimiste là-dessus, je sais que ça va pas être simple, mais je crois qu'il faut aller vers cette solution parce que je pense pas qu'il y en ait d'autres en réalité. Voilà. Allez, c'est moi qui vais synthétiser. Je vous avais lancé le sujet en vous disant est-ce que la France... Je vous coupe la parole et n'oubliez pas le nombre de manifestations en Israël anti-Netanyahou. Bien sûr. Ces guerres-là ne sont pas acceptées par les peuples. Attention, les extrémistes sont les plus sanguinaires, mais ils ne sont pas les plus représentants. Ils ne représentent en rien les peuples. Bon, voilà. Allez, je voulais merci. Je voulais synthétiser parce que le sujet c'était est-ce que la France doit reconnaître à la Palestine, mais je me rends bien compte que c'est totalement épiphénoménal. C'est pas du tout le cœur du sujet. Ça ne changerait rien. Allez, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. À très vite.